Et on a le plaisir aujourd'hui d'écouter le professeur Ahmed Ounaïs, qui nous parlera d'une conférence sur les prémices de la politique étrangère de la Tunisie dans les années 40 et 50. Est-ce qu'il faut vraiment présenter le professeur Ahmed Ounaïs? غني عن التعريف effectivement, mais je vais quand même dire quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas seulement ici, mais sur le net. Le professeur Ahmed Ounaïs, d'abord, il est un ancien du Collège Sadiki, et puis un ancien de la Sorbonne, où il a fait une licence et diplôme d'études supérieures de philosophie. Et puis un ancien aussi de l'Institut des études, de hautes études internationales à Genève. Et puis il a passé sa carrière pratiquement au ministère des Affaires étrangères. D'abord dans l'administration centrale où il a occupé des postes variés. Chef de division, attaché de cabinet du ministre, directeur Afrique-Asie, directeur des études et de la planification. Et puis, il a eu des missions diplomatiques, conseiller à l'ambassade de Tunisie à Paris et délégué adjoint auprès de l'UNESCO, conseiller à l'ambassade de Tunisie à Moscou, ambassadeur représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, ambassadeur à New Delhi, février 81, Colombo, décembre 81, Vietnam, avril 1983, et aussi Malais, février 84, et puis ambassadeur à Moscou en avril 87. Et puis, il est ministre, il ne faut pas oublier, il est ministre des Affaires étrangères en 2011. Il y a énormément aussi de collaborations scientifiques, activités sociales et des publications dans des revues et des études internationales. Je ne veux pas les citer, toutes ces publications. On est donc vraiment très heureux de vous écouter aujourd'hui, Sid Ahmed, pour une conférence assez intéressante, je suis sûr. C'est un connaisseur, moi je dirais un connaisseur, mais un acteur aussi, un acteur de la diplomatie tunisienne. Durant des années et des années, en l'écoutant, on ne peut qu'être impressionné par tout le savoir qu'il a sur cette diplomatie tunisienne. Et il va nous parler de la période fondatrice de cette diplomatie tunisienne à laquelle il était très actif pendant les années qui vont suivre, les années 40 et les années 50. Sid Ahmed, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, trois faits majeurs ont contribué, à notre sens, à esquisser les prémices de la politique étrangère de la Tunisie avant l'indépendance. Nous disons bien une politique étrangère parce que sa consistance, son réseau, ainsi que les faits, à ce titre, portent plus loin que la reconquête de l'indépendance. Nos choix politiques dans ce contexte se distinguent des choix affirmés par nos frères arabes, y compris nos voisins, voués autant que nous à la lutte anticoloniale. Et parce que nos choix ont dressé sur la scène internationale, par-delà l'indépendance, une identité tunisienne. Notons d'abord la création de 10 bureaux de représentation de la Tunisie, dont 3 en Europe, 3 dans le monde arabe,
3 en Asie et un bureau auprès des Nations Unies à New York. 12 personnalités ont animé ces bureaux. Il s'agit ensuite du rayonnement du bureau du Caire et de New York. Pendant 10 ans en tout cas, le bureau du Caire était au cœur d'une activité diplomatique hors de la sphère française. Il s'agit enfin du recours de la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1952 et du processus consécutif jusqu'à la signature des conventions d'autonomie interne le 3 juin 1955. Quels facteurs ont induit la conception et l'affirmation de la politique étrangère tunisienne à ce stade? D'abord, le déclassement de l'Europe au-delà de l'effondrement de la France et des métropoles coloniales européennes et la recomposition pressentie de la scène internationale. D'autre part, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord et la portée de l'entretien consécutif d'ANFA en janvier 1943 entre le président Roosevelt et le sultan Mohammed V. Enfin, la faiblesse des États arabes qui n'avaient guère la capacité de dominer leur propre champ ni de constituer une centralité stratégique. Voici, à mon sens, les facteurs qui ont induit la conception et l'affirmation d'une politique étrangère tunisienne. Sans doute faut-il poser d'autres facteurs, notamment le processus de décolonisation en Asie. Le théâtre asiatique a provoqué de son fonds propre des bouleversements qui ont changé le destin de cette zone longtemps dominée par les métropoles européennes. D'autre part, la promotion de la diplomatie multilatérale avec la fondation de l'ONU qui insère face aux Européens et aux États-Unis l'ensemble sud-américain ainsi que les États asiatiques nouvellement indépendants. Ils étaient tous acquis au sens de l'universel, tous sensibles à la cause de la décolonisation et soucieux de l'équilibre de l'ordre mondial. Voilà le champ dans lequel nous nous sommes insérés. Ne nous étonnons pas de l'ampleur de cette perspective. Nous la devons à l'esprit combatif d'une élite tunisienne qui avait bénéficié d'une culture ouverte sur le monde, hors de la sphère islamique auto-centrée. Cette élite avait tenté de dépasser son présent et de se dépasser. Nous la devons également à la passion, à la vision et au leadership de Habib Bourguiba. Au tournant des années 40, alors qu'il traverse la quarantaine, Habib Bourguiba témoigne d'une maturité exceptionnelle. Ayant vécu assez longtemps à Paris puis au Caire, et maîtrisant parfaitement les deux langues, il se tient informé des grands événements du monde et s'efforce de visiter les grandes capitales d'Asie et d'Amérique. Sans être jamais détaché des évolutions de son environnement, il nourrit une méditation sur les grands équilibres. Il a le don de méditer et d'évaluer les changements qui affectent le champ politique et d'en tirer les conséquences. Il conçoit un nouvel équilibre des forces où
le déclassement de l'Europe détermine un autre statut de l'Afrique du Nord et du rôle de la Tunisie dans l'avenir. La révolution bolchevique au cours de la Première Guerre mondiale et la révolution maoïste en Chine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de même que la guerre civile en Grèce qui avait commencé en février 1946, créent des points d'ancrage qui affectent les grands équilibres. Habib Bourguiba prend l'initiative d'écrire longuement à Farhat Abbès à Alger le 29 juillet 1946 pour l'alerter sur le destin commun de l'Afrique du Nord et pour le persuader de la nécessité de lier la lutte nationaliste aux changements en cours dans la région et dans le monde. Pourquoi donc cette interpellation? Alors qu'un représentant de l'Algérie, qui est Chedli Maké, était déjà là au bureau du Caire? Eh bien, parce que Bourguiba faisait crédit à Farhat Abbès, qu'il n'avait pas encore rencontré, mais dont il saisissait le profil d'être réceptif à l'esprit de grandes évolutions qui s'esquissaient, acquis à la modernité, non captif des illusions qui prévalaient dans l'Orient arabe où les acteurs, y compris la majorité des Maghrébins, se dévouaient pour une idée de l'avenir liée à la résurrection de la gloire passée et sans rapport avec les forces profondes en acte. L'initiative signale une gestation. De même, Bourguiba avait-il écrit à Habib Sem 4 ans auparavant, en août 1942, préconisant la défaite inéluctable de l'Allemagne afin d'éviter à la Tunisie d'être rangée dans le camp des vaincus et de fixer le bon choix. La puissance de l'Allemagne était alors à son apogée. Avant le front de Stalingrad, qui allait commencer à la fin du mois d'août, justement, et avant le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en novembre 1942. Cet acte de clairvoyance avait établi pour la classe politique tunisienne le leadership de Habib Bourguiba en matière de politique étrangère. Passons maintenant au premier point de cette esquisse de la politique étrangère tunisienne, le recentrage stratégique. Quels paramètres ont guidé les choix tunisiens? À notre sens, l'indépendance est inséparable de la reconstruction de la Tunisie comme nation moderne parmi les nations évoluées du monde. Il ne s'agit pas seulement de l'indépendance, du principe d'indépendance. Il y a un lien entre l'indépendance et la reconstruction de la Tunisie. Deuxième paramètre, la Tunisie et la France doivent également surmonter l'ordre colonial et également contribuer à la construction d'un ordre supérieur en rapport avec la civilisation de notre temps. Il ne s'agit pas de l'indépendance de la Tunisie. Il faut également l'indépendance de la France, métropole coloniale, de l'ordre colonial. 3. L'indépendance est conçue non comme une cassure avec la France, mais comme un maillon d'un processus générateur d'un rapport plus fort, incluant le concours et le génie de la France. Il fallait le faire dans les années 40, concevoir ainsi
la relation de la Tunisie subissant le protectorat avec la nation qui domine cette Tunisie. De ce fait, l'indépendance est conçue dans l'amitié et la coopération avec la France. L'option ultérieure de la francophonie prend sa source dans cette conviction née dans les années 40. 4. Cette perspective transcende la relation bilatérale. Si Bourguiba ennoblit la mission de la France, il relativise aussi le statut de la France dans la vision de l'ordre mondial du futur. Dans l'ordre futur, les États-Unis prévaudront. L'Europe, y compris la France, sera subordonnée à la puissance des États-Unis. Dernier paramètre, face aux puissances occidentales, la Tunisie déclare qu'elle appartient au même monde, qu'elle opte pour le même modèle de société et que nos choix sont conformes à l'islam. La relation à l'islam compte dans cette détermination. Nous sommes considérés comme une nation islamique. Eh bien, l'islam admet ces paramètres et admet qu'une société islamique, qui est la société tunisienne, appartienne à ce même monde contre lequel nous luttons par ailleurs pour d'autres raisons. Tel est, à notre sens, le recentrage stratégique. Pour la Tunisie, la problématique de l'indépendance s'inscrit dans l'exigence de la liberté, dans la révolution de la modernité, dans le temps historique du déclin de la colonisation et dans le progrès inéluctable de l'ordre international. Le leader porteur d'un projet fondamental de réforme et de reconstruction, conscient des écarts de développement économique et culturel et qui pressent le bouleversement des grands équilibres, resitue le nationalisme. Il ne se laisse pas submerger par le nationalisme braqué sur l'immédiat, ni se bercer de l'illusion d'un idéal nourri d'archaïsme. Le sens du progrès, le poids du temps et la conscience de nos propres limites dans le présent dictent le choix véritablement politique. Sans doute faudra-t-il clarifier 3 aspects inhérents à la thèse bourguibienne. D'abord, en revendiquant l'objectif de modernisation, Habib Bourguiba semble endosser le fond du raisonnement français qui s'appuie sur l'argument de l'attardement pour justifier le régime colonial et s'attribuer la mission civilisatrice. C'est en fait la prémisse d'un syllogisme qui conclut à la négation de la mission civilisatrice du régime colonial fondée sur le déni de la liberté et de l'égalité. D'autre part, la question de la violence politique. Ni Habib Samer, ni Habib Bourguiba, ni Salah Ben Youssef n'ont omis la nécessité des préparatifs en vue du recours à la force dans la lutte contre le régime colonial. La question porte non sur l'éventualité du recours à la violence, mais sur le concept de la décolonisation. La thèse radicale partagée par l'arabisme et par le marxisme fait de la violence politique
une partie intégrante de la décolonisation. Certains Tunisiens ont souscrit à cette thèse. Or, Bourguiba conçoit l'alternative de la décolonisation qui n'inclut pas nécessairement la violence. Il revendique la faculté de réaliser la décolonisation pacifique, maîtrisée et inclusive. La violence politique est évitable. La thèse est concevable. La violence politique n'est pas essentielle, mais liée à des conjonctures qui tiennent à la sous-évaluation par les acteurs des situations concrètes. Habib Bourguiba a soutenu cette thèse de bonne foi, sans calcul et sans candeur. Si l'affrontement devient inévitable, la résistance populaire doit pouvoir monter au combat, tenir face à la répression et accepter le sacrifice. En conséquence, il incombe à la direction politique d'assurer à temps la préparation morale et matérielle de la résistance et de mobiliser pour son soutien un mécanisme international. L'expression est de Habib Bourguiba qui, dans une lettre à Mohamed Masmoudi de mars 1951, reconnaît que la résistance populaire puisse être écrasée si elle se trouve seule face à l'appareil colonial, comme ce fut le cas à Madagascar en 1947. La résistance requiert donc le concours international. Cependant, la violence et l'antagonisme ne sauraient prévaloir. Dans la vision créatrice, la coopération doit prévaloir. L'amitié et la coopération doivent prévaloir. En novembre 1954, en réponse à l'appel du gouvernement français, alors que la campagne de résistance armée était lancée depuis janvier 1952, le Néo-Destour et le gouvernement Tahar Ben Ammar prennent la décision d'y mettre un terme, dans la conviction que le renoncement à la résistance armée n'exposait pas le processus politique en cours. En fait, l'ensemble des chefs de la résistance, sauf Tahar Lassoud, avaient accepté la décision et remis les armes en décembre 1954. Si l'acte illustre une maturité politique et une culture pacifique, l'intérêt pour nous est de prendre acte de la controverse théorique qui enrichit le registre tunisien. L'autre aspect est l'admission de l'autonomie interne. Revendiquée par le Néo-Destour en tant qu'étape vers l'indépendance, l'autonomie interne heurte les dirigeants marocains et algériens basés au Caire qui posent le principe de l'indépendance comme préalable à la négociation. Pas plus que le président Nasser, ils n'admettent la flexibilité tactique qui, dans leur perception, trahit une faiblesse. La polémique pose le problème du compromis. Cécile Hourani mentionne dans son livre An Unfinished Odyssey, publié en 87, qu'une telle démarche culturellement distingue la Tunisie dans le contexte arabe. Je rappelle qu'à 2 reprises, la Tunisie recommande à la direction palestinienne d'admettre le compromis afin de dynamiser le processus politique. Nul autre pays, ni parmi notre voisinage, ni dans le monde arabe, n'avait soutenu cette thèse. Sur le plan politique, les principaux dirigeants du Néo-Destour réalisent que la France ne peut pas tout.
ils observent la scène parlementaire française et conçoivent les difficultés propres au gouvernement français. La revendication d'emblée de l'indépendance totale ne peut que braquer le Parlement et bloquer la démarche. En revanche, l'autonomie interne est admissible. Elle permet d'accomplir un pas dans des conditions réalistes pour les deux parties, sans compromettre l'avenir. Dans le jeu politique, le statut d'autonomie change les rapports, crée un nouveau contexte et assure une meilleure maîtrise du processus de l'indépendance, tout en évitant le recours à la grande violence. Le néo-destour, en avril 1950, tend ainsi la perche aux dirigeants français qui tergiversent mais qui finissent par la saisir. La brèche divise en France même le rassemblement colonial. Le gouvernement de Mohamed Chenique du 17 août 1950 est constitué sur la base de l'engagement formel d'accéder par étapes à l'autonomie interne. Le cas est unique en Afrique du Nord. Quant à l'issue du processus, les néo-destouriens établissent la distinction entre la France libérale, celle de la métropole, et le bloc colonial auquel elle ne s'identifie pas. Fondamentalement, l'élite française respecte l'idéal de liberté et l'aspiration à l'indépendance. Avec cette élite, la Tunisie partage les mêmes principes. C'est ce noyau libéral français qui finira par supplanter le bloc colonial et limiter son impact au sein du Parlement et qui parviendra à trancher d'étape en étape la question des protectorats avant d'affronter la question coloniale dans son ensemble. Notons qu'une médiatisation s'est ainsi affirmée dans la tradition transition politique française. Le rapport au protectorat d'une part et l'admission de l'autonomie interne d'autre part ont fissuré l'édifice colonial en tant que bloc et abouti en définitive à l'indépendance. Deux facteurs ont formé et précipité la médiatisation, l'avant-garde politique tunisienne quant au fond et la guerre d'Indochine en tant que détonateur. Ces facteurs ont marqué l'histoire de la décolonisation française. Voilà donc le champ et la consistance de la politique étrangère de la Tunisie avant l'indépendance. Comment nous voyons l'extérieur? Comment nous nous situons dans le monde? Le recentrage stratégique est un tout. Nous passons au deuxième point, j'espère passer vite, le réseau des bureaux de représentation. La Tunisie s'est dotée, avant l'indépendance, de 10 bureaux de représentation. Dans le temps, c'est une cellule de néo-destour qui, la première à l'étranger, était ouverte à Paris en décembre 1936, à l'initiative de Hedi Nouira, dont il était le secrétaire général. Cette cellule évolue dans la sphère bilatérale. Les autres bureaux, ouverts entre juillet 1943 et juillet 1953, sont voués à l'action internationale. Nous les mentionnons, mais nous nous limiterons quant à la substance aux activités relatives aux bureaux du Caire et de New York. Donc, premier bureau, fondé à Berlin le 21 juillet 1943,
sous le nom de Bureau de Maghreb arabe par Rachid Driss. Après la reprise du bureau par Youssef Rouissi au cours de l'été 1944, paraissent 2 numéros du journal Le Maghreb arabe, bilingue arabe-allemand, le 26 février 1945 et le 14 mars 1945. Après cette date, mars 1945, Youssef Rouissi quitte Berlin, parce que Berlin est assiégé, pour l'Autriche, où il est fait prisonnier par les forces d'occupation britanniques. Deuxième bureau, pendant cette période, c'était en décembre 1951, Ahmed Ben Salah, recommandé par l'UGTT, rejoint le secrétariat de la CISL à Bruxelles. Le secrétaire général de la CISL, Jacob Oldenbroek, lui confie la charge de couvrir la zone Asie-Afrique et Ahmed Ben Salah cumule ses fonctions avec la représentation du Néo-Destour à Bruxelles. Voici les 3 bureaux ouverts en Europe. Donc à Paris en 1936, à Berlin en 1943, à Bruxelles en décembre 1951. Les 3 bureaux ouverts dans le monde arabe. Je vous demande pardon, je n'ai pas réussi à bloquer mon téléphone. Donc, le premier était ouvert le 5 juillet 1946 à Damas, par Youssef Rouissi, qui a été libéré dans l'intervalle à Bruxelles et qui a rejoint Beyrouth puis Damas. Le deuxième, ouvert en même temps, en juillet 1946, au Caire, par Habib Thamer, Taïb Slim et Rachid Driss. Le troisième, ouvert à Bagdad, en septembre 1951, par Ali Belahouane. Les bureaux ouverts en Asie, le 4 avril 1952, Tunisian Office, pardon, à New York d'abord. Le 4 avril 1952, le Tunisian Office ouvert à New York par Bahi Ladram. Les 3 ouverts en Asie. Alors, je vais. Voilà. Ah. Ah, oui. Voilà. Les 3 bureaux ouverts en Asie, octobre 1952 à Jakarta par Taïb Slim, puis repris par Chidris, puis par Tahar Amira. Novembre 1952, Tunisian Office à New Delhi, ouvert par Taïb Slim. Le troisième, Tunisian Office, ouvert à Karachi le 30 juillet 1953 par Chidris. À ce moment-là, Tahar Amira lui succède à Jakarta. Ces bureaux mettent fin à leur activité dès l'accession de la Tunisie à l'autonomie interne en 1955. Seul le bureau du Caire était maintenu comme siège de l'action poursuivie par Salah Ben Youssef avec l'appui du président Nasser jusqu'en août 1961. Durant cette longue décennie, qui s'étend du débarquement allié en novembre 1942 jusqu'à l'autonomie interne en juin 1955, 12 militants que nous considérons comme nos véritables doyens se sont illustrés dans ce réseau. Je les nomme Habib Thamer, Taïb Slim, Rachid Driss, Youssef Rouissi, Ahmed Ben Salah, Allela Belahouane, Tahar Amira, Salah Ben Youssef, Hamadi Badra, Bahi Ladram. J'ajoute Bourguiba et Farhat Hached qui ont été des cerveaux.
en relation avec la plupart de ses bureaux. Passons au troisième point, le foyer du Caire. Habib Bourguiba gagne le Caire en avril 1945. Il était là quand, le 29 mai 1945, l'aviation française bombardait les villes de Damas, Homs et Hama pour réprimer les manifestations qui se poursuivaient depuis 10 jours contre les forces françaises encore stationnées en Syrie, tandis que l'aviation française bombardait les villes et les campagnes algériennes lors des manifestations déclenchées le 8 mai à Sétif et Guelma. C'est bien la même cause. C'est le Tunisien au Caire qui établit la relation. La Grande-Bretagne intervient alors à Damas d'autorité pour faire cesser le massacre. Le 1er juin 1945, au bout de 3 jours de bombardements intenses, les Britanniques lancent un ultimatum aux forces françaises qui interviennent militairement pour forcer le commandement français à cesser les bombardements et à transférer le pouvoir aux institutions nationales syriennes. En juillet 1945, le gouvernement syrien récupère le commandement de l'armée, tandis que les forces françaises et les forces britanniques se retranchent dans des camps et maintiennent une double occupation militaire de la Syrie. Le 4 février 1946, la Syrie et le Liban déposent une plainte au Conseil de sécurité exigeant l'évacuation des troupes françaises et britanniques maintenues dans les deux pays. Les débats au Conseil de sécurité les 14 et 15 février 1946 à Londres, auxquels avaient participé les ministres des Affaires étrangères de la France et du Royaume-Uni, aboutissent à la décision de retrait des forces étrangères de Syrie et du Liban à partir du 17 avril. Depuis lors, les derniers soldats français et britanniques évacuent la Syrie. Ce précédent, qui constitue le premier recours des pays arabes au Conseil de sécurité, alors que l'ONU comptait à peine 4 mois d'existence, est médité par Habib Bourguiba. Le précédent n'est pas étranger à la bataille d'évacuation de Bizerte. En novembre 1945, à l'annonce de la création de la commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine et de la visite de cette commission au Caire pour recueillir les avis des dirigeants arabes afin de formuler des recommandations sur l'avenir de la Palestine, les partis politiques actifs d'Afrique du Nord décident de participer à la consultation et désignent Habib Bourguiba pour diriger la délégation commune. Le 6 mars 1946, la commission reçoit au Caire la délégation composée de Amr Rouili de la Libye, Chedli Maki du Parti du peuple algérien, le parti de Msali El-Haj, Ahmed Mlih du Parti de l'Istiqlal et Habib Bourguiba du Néo-Dessour. C'est Bourguiba qui présente le témoignage sur la Palestine au nom de la délégation nord-africaine et qui remet à la Commission un mémorandum commun daté le 4 mars 1946. Il ne s'agit pas de décolonisation de la Tunisie, il s'agit d'une représentation du Maghreb arabe devant une commission anglo-américaine. C'est une manifestation de la politique étrangère de la Tunisie. Bientôt, en juin 1946, Bourguiba est rejoint au Caire par d'autres militants
qui, ayant fui la Tunisie en mai 1943, s'était d'abord fixé à Rome et à Berlin, Bib Thamer, Taïb Slim, Rachid Driss, Hassin Triki et Hedi Saidi. Ayant quitté Berlin et appréhendant constamment la police française, ils avaient finalement rejoint Madrid, puis, grâce au concours de l'Irak et à l'intermédiation de Habib Bourguiba, ils avaient pu gagner l'Égypte où les attendait Bourguiba. Ils se sont aussitôt attelés à ouvrir au Caire un bureau d'Union Destour inauguré en juillet 1946. Ainsi, le Caire devient le centre d'une activité intense tournée vers les pays arabes et les États d'Asie nouvellement indépendants. La base du Caire n'a cessé de se développer à la fois pour intégrer les militants du Maghreb et pour former un front contre la politique coloniale française en Afrique du Nord. Dans ce contexte, l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem le 22 juillet 1946, manifestement organisé par les activistes juifs de l'Irgun, ravissait l'actualité à l'Afrique du Nord, au Caire même, et rappelait aux membres de la Ligue arabe que les manœuvres ciblant la Palestine constituaient pour eux une menace supérieure et que l'emprise coloniale britannique était toujours là. Mais les dirigeants tunisiens veillaient à poser le problème comme un tout. C'est alors que Habib Bourguiba s'est rendu en mission en août 1946 en Syrie et au Liban, où Youssef Rouissi venait d'inaugurer en juillet un bureau de Maghreb arabe basé à Damas. Pour Habib Bourguiba, qui est reçu dans les deux pays par les présidents et les premiers ministres respectifs, la place de l'Afrique du Nord dans la lutte doit rester une priorité pour tous. La lettre d'Habib Bourguiba à Farhat Abbas, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, donc de juillet 1946, nous éclaire sur la conception plus large que Bourguiba se faisait de la lutte commune. D'abord, la politique de francisation qui prévalait jusqu'à la fin de la guerre ne pourra plus se maintenir. L'existence même de la Ligue arabe et l'attachement des peuples à la communauté arabe témoignent de l'échec des tentatives d'assimiler les Maghrébins dans la patrie française. La lettre à Farhat Abbas commence par un long développement sur cet aspect. Farhat Abbas a tenté la francisation. D'autre part, Bourguiba insiste pour que nul ne cède en Algérie aux pressions pour adhérer à l'Union française. Il insiste enfin sur l'intérêt que représente pour les États-Unis la position stratégique de l'Afrique du Nord dans la défense de l'Europe et sur le souci croissant de Washington de lutter contre la menace communiste par référence au théâtre européen, méditerranéen et asiatique. Autant d'arguments pour attirer l'intérêt des principaux alliés de la France sur l'avenir de la région, pourvu que nous sachions jouer nos cartes judicieusement, c'est-à-dire remplir notre mission avec une politique étrangère qui transcende la sphère française. Quatrième point, le référentiel de l'Afrique et de l'Asie. Le panorama de l'élite tunisienne basée au Caire n'est pas le même que le panorama vu de Tunis. Basé au Caire, le panorama est le suivant. Le massacre de dizaines de milliers d'Algériens en mai 1945, en Syrie et en Algérie, change
la relation avec les nationalistes dans l'ensemble du Maghreb. La première Assemblée constituante française en octobre 1945 ouvre la voie à la participation de 17 députés représentant les colonies africaines, parmi lesquels 9 blancs et 8 seulement d'origine africaine. Ces députés qui représentent les colonies françaises d'Afrique étaient représentés par 9 Français, députés élus, et 8 Africains, enfin d'origine africaine, n'est-ce pas, à l'époque. Puis, la Constitution de 1946, qui institue l'Union française, crée un réseau parlementaire plus large, incluant la France métropolitaine et l'ensemble des territoires d'outre-mer. C'est le nouveau nom attribué aux colonies, et ainsi émerge une élite africaine politisée et revendicative. Ça remonte à 1946 pour les colonies françaises en Afrique. Le 21 mars 1946, les 2 députés malgaches siégeant à l'Assemblée constituante demandent l'indépendance de Madagascar dans le cadre de l'Union française. Un an plus tard, en mars 1947, l'insurrection éclate dans Madagascar. Les 2 députés seront jugés et condamnés à la peine capitale, tandis que l'insurrection finira dans le sang. Entre 1945 et 1946, les élus africains siégeant à l'Assemblée nationale française passent de 8 à 21 députés. Parmi les élus, un groupe d'avant-garde décide de former un parti politique, le RDA, et publie le 18 septembre 1946 un manifeste du Rassemblement africain en 4 points. Égalité des droits politiques et sociaux, libertés individuelles et culturelles, assemblée locale et démocratique et union librement consentie des populations d'Afrique et du peuple de France. Une telle conceptualisation des rapports secoue l'immobilisme de l'empire colonial français. Un mois plus tard, 21 octobre 1946, le congrès de Bamako, où participent des délégués de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française, proclame le RDA, dont les députés s'apparentent, à partir de 1947, au groupe parlementaire du Parti communiste au sein de l'Assemblée nationale française. Le 19 décembre 1946 éclate la guerre du Vietnam. Pour la Tunisie, le précédent de l'Indonésie dans l'élan de décolonisation asiatique est éloquent. Le bureau du Caire avait noué en 1946 des rapports étroits avec le bureau du mouvement de libération indonésien établi au Caire et dirigé par Mohamed Rashidi. Les phases respectives de la lutte anticoloniale étaient suivies et méditées par les 2 bureaux, indonésien et tunisien au Caire. En bref, après la période d'occupation de l'Indonésie par le Japon, entre le 8 mars 1942 et le 15 août 1945, la puissance coloniale qui est la Hollande relayait les forces britanniques sur place parce que la Grande-Bretagne avait reçu en Indonésie la capitulation du Japon. Donc c'est la Grande-Bretagne qui occupait immédiatement militairement l'Indonésie. Mais en même temps, un mouvement national de libération s'était manifesté, concurrencé en Indonésie même
par un puissant mouvement communiste. Il y avait donc trois forces, la force militaire britannique, un mouvement national à deux têtes, nationaliste et communiste. Eh bien, Sukarno, le chef du mouvement nationaliste, prend les devants et proclame la République d'Indonésie le 17 août 1945, un mois après pratiquement la capitulation du Japon. Une première négociation commence entre la Hollande et la République indonésienne, mais elle aboutit à un règlement transitoire qui n'a jamais été respecté. Le pays succombe immédiatement à des affrontements sanglants pendant plus de 3 ans. Pour Habib Bourguiba, cette guerre de libération est typique. Elle se distingue par trois faits majeurs. D'abord, l'Inde et l'Australie portent le conflit devant le Conseil de sécurité. L'Inde et l'Australie. C'est ce qu'ils souhaitaient pendant la guerre d'Algérie. C'est que des pays autres, n'est-ce pas, que les pays locaux prennent la responsabilité du conflit sanglant qui éclate entre la puissance coloniale et le peuple victime de la colonisation. C'est ce qui est arrivé en Indonésie. Donc, l'Inde et l'Australie portent le conflit indonésien devant le Conseil de sécurité le 31 juillet 1947. D'autre part, c'est le deuxième point qui accroche Bourguiba, c'est que les États-Unis s'engagent pleinement. Face à un conflit colonial estimé évitable et impliquant la Hollande, les États-Unis sont déterminés à sortir leur allié hollandais de ce guêpier et à bloquer l'extension du communisme dans la région. C'est ce que Bourguiba souhaitait pour l'Afrique du Nord. Les États-Unis président la commission des bons offices décidée en août 1947, accueillent les délibérations de cette commission à bord d'un navire américain mouillant dans la base de Jakarta et font pression sur la Hollande en la menaçant de suspendre les fonds du plan Marshall afin de l'amener à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. C'est exactement la vision de la décolonisation bourguibienne. Enfin, troisième point, le règlement négocié s'est imposé après 3 ans d'affrontements sanglants. La Hollande finit par organiser à La Haye en août 1949 une conférence de la table ronde qui conclut au transfert de la souveraineté à l'Indonésie en décembre 1949. Ces 3 points ont accroché l'intérêt du président Bourguiba. Au Caire, dans sa déclaration au journaliste Pierre Artigue, le 9 août 1947, il rappelle, je cite Bourguiba, « Il a suffi d'une résistance de quelques mois pour que l'Indonésie, qui fut durant 300 ans une simple colonie d'exploitation, soit reconnue comme État souverain et que son conflit avec la Hollande fasse l'objet d'un arbitrage obligatoire. » Voilà la thèse de la politique étrangère tunisienne. Au cours de sa longue tournée en Asie au printemps 1951, Bourguiba revient sur ce précédent dans un raisonnement plus structuré. Dans une lettre à Mohamed Masmoudi, datée de Delhi le 23 mars 1951, Bourguiba écrit, je cite, « La bataille qui s'annonce sera décisive. » Nous sommes en mars 1951, c'est-à-dire le gouvernement Schnirk qui doit négocier avec la France l'accession à l'autonomie interne entre le gouvernement et le ministère français des Affaires étrangères.
En mars 51, Bourguiba dit « La bataille qui s'annonce sera décisive ». Comme je l'ai dit à Lahore, il vient du Pakistan. L'alternative est nette. Une fois la répression déclenchée, ou bien le mécanisme international, justement, au cours de sa tournée, il plaidait pour un mécanisme international de solidarité avec les pays d'Afrique du Nord. Le mécanisme international sera enclenché et alors ce sera la victoire, comme ce fut le cas en Indonésie, ou bien la répression nous trouvera seuls face à face avec les colonialistes et dans ce cas, la résistance de notre peuple risque d'être matée et notre parti écrasé, comme ce fut le cas à Madagascar. Ainsi, la Tunisie se pose-t-elle non dans le tête-à-tête avec la France, mais dans la dynamique de la décolonisation à l'échelle internationale. La doctrine Truman, proclamée le 12 mars 1947, hisse la lutte contre le communisme comme une priorité en Europe et dans le monde. Habib Bourguiba se trouve à cette date à New York. Il est ainsi persuadé que la cause tunisienne est fondée à la fois sur la lutte légitime contre le colonialisme, mais aussi sur une priorité revendiquée par le président des États-Unis. L'Occident doit réaliser que la Tunisie indépendante ne succombera pas à l'attrait du communisme. Les objections opposées par la France au nom de la défense du monde libre ne sauraient tenir devant ses propres alliés. Nous sommes dans deux piliers importants de notre politique étrangère à l'époque. Il ne s'agit pas d'un face-à-face avec la France, mais de transcender le bilatéralisme, de regarder le monde, de proposer des précédents efficaces, éloquents. Au cours de son séjour à Washington, de décembre 1946 à mars 1947, Habib Bourguiba s'entretient en décembre avec Lloyd Henderson, le plus haut diplomate en charge de la région du Proche-Orient au département d'État, et en janvier 1947 avec Dean Acheson, qui à l'époque était sous-secrétaire d'État, il n'était pas encore secrétaire d'État, lors d'une réception chez l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington. Cécile Hourani nous apprend que Bourguiba a pu s'entretenir également avec une dizaine de leaders d'opinion et placer ainsi des messages essentiels pour identifier la Tunisie dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et du monde arabe. Bourguiba reviendra aux États-Unis pour une seconde mission du 7 septembre au 24 octobre 1951. Monsieur le Président, nous sommes à 1 heure. Est-ce que, enfin, j'ai donné les faits principaux, il me reste seulement à présenter un dernier point, après avoir fini le présent, sur le recours de la Tunisie au Conseil de sécurité. Je pense que vous connaissez tous ce précédent. Si vous voulez qu'on arrête et qu'on entre dans le débat, c'est à votre convenance. Non, mais on a beaucoup de plaisir à vous écouter. On a beaucoup de plaisir. Ça fait 1 heure que je parle. Mais non, mais ça ne fait rien. Essayez de résumer au moins à peu près. Résumer ce que vous voulez enlever et finir votre conférence. Bien, je passe au dernier point, le recours au Conseil de sécurité. La longue mission de Mohamed Chenique à Paris, d'octobre à décembre 1951, en vue de négocier l'accession de la Tunisie à l'autonomie interne, est tendue par l'idée du recours à l'ONU en cas d'échec.
cette perspective n'est pas née après la lettre du 15 décembre 1951. Elle était déjà dans la tête des dirigeants tunisiens, aussi bien Mohamed Chniq et les ministres du Néo-Destour, Salah Ben Youssef et Mohamed Badra, que de Habib Bourguiba. Je vous donne un exemple. Azem Becha, qui était présent à Paris pour la session de l'ONU qui se tenait au palais de Chaillot et pour la question marocaine qui était posée devant l'Assemblée générale des Nations unies depuis octobre 1951, Azem Becha soulève devant la presse française à Paris la possibilité de l'internationalisation du problème tunisien en recourant à l'arbitrage de l'ONU. Je dis bien le 30 novembre 1951. Nous avons sa déclaration. C'est bien avant le 15 décembre, bien avant la lettre de Robert Schuman qui rejette l'autonomie interne. Le 13 décembre, Mohamed Chniq avertit de l'issue négative de la négociation, réunit les journalistes à l'hôtel Ritz où il habitait pour lancer une alerte et pour fixer les responsabilités. Il conclut sa déclaration ainsi, le 13 décembre 1951. En tout état de cause, la Tunisie ne renoncera pas à faire valoir ses droits, à se prévaloir des garanties que lui offrent la morale internationale et le droit des gens. La déclaration intégrale de Mohamed Chniq sera reprise à Tunisie par le journal Mission le 14 décembre. La lettre du 15 décembre rejette l'autonomie interne et ouvre la voie au recours au Conseil de sécurité. Eh bien, le principe du recours est évoqué lors du déjeuner offert à Paris le 18 décembre, 3 jours après la lettre, par Mohamed Chniq en l'honneur de Azem Becha. Et nous avons un témoignage de Bahir Ladram. Bahir Ladram résume dans son livre Le leadership tranquille, Al-Za'am al-Hadi'a, les conseils recueillis au cours du déjeuner par lui-même et Hedi Nuira relativement au libellé de la plainte tunisienne éventuelle devant le Conseil de sécurité auprès de Choukairi, dit-il, qui était, le Palestinien, qui était secrétaire général adjoint de la Ligue arabe. Donc 3 jours après avoir reçu la lettre de Robert Schuman, les Tunisiens posaient la question du recours aux Nations Unies et Choukairi se permettait de leur conseiller une certaine approche dans le libellé de la lettre tunisienne. Dans sa réponse à Schuman le 9 janvier 1952, Chniq écrit en conclusion de sa lettre: votre lettre du 15 décembre conduit à une véritable rupture des engagements pris par la France du 12 mai 1881, donc depuis le traité de Bardo, jusqu'au 17 août 1950, c'est-à-dire jusqu'à la formation du gouvernement Chniq. Donc il renvoie à la France la responsabilité de la rupture. C'était le 9 janvier 1952. Et il conclut: mes collègues et moi-même tirerons toute conclusion utile en vue de l'adoption d'un comportement compatible avec les intérêts supérieurs dont nous avons la charge. Ainsi se profile une rupture dont la France est déclarée responsable. Dans sa lettre au résident général du 17 janvier, 3 jours après avoir déposé la plainte au secrétariat des Nations Unies, Mohamed Chniq s'explique au résident général par écrit. Il écrit:
ayant malheureusement abouti à la réponse négative du 15 décembre 1951, le ministère tunisien n'a pas cru devoir hésiter à faire appel à une médiation amicale de l'Organisation des Nations Unies. Mohamed Chnir endosse pleinement la plainte déposée le 14 janvier déjà au secrétariat des Nations Unies. Eh bien, le recours aux Nations Unies est un acte d'État. La lettre du 15 décembre mentionne le caractère définitif du lien qui unit les deux pays. La France affirme ainsi un lien de domination qualifié de définitif. En réponse, la Tunisie pose la question de l'État et tient son rang dans la parité avec la France. Le royaume de Tunisie tranche le nœud et clarifie le différent, je cite, le différent entre l'État français et l'État tunisien. C'est ainsi que notre lettre au Conseil de sécurité était intitulée « Différent entre l'État tunisien et l'État français ». La clarification est fondamentale. Tel est le sens de la plainte auprès de l'ONU. Je conclus en résumant la rupture qu'a représentée l'année 1952. Habib Bourguiba écrit dans l'Express du 29 mai 1954 « Depuis le 15 décembre 1951, il s'agit de la vie et de la mort politique d'un peuple, de la persistance ou de la disparition d'un État, du statut politique d'une nation. Voilà comment le problème est posé au lendemain du 15 décembre. Cette vision éclaire la portée de la stratégie tunisienne d'internationalisation. L'an 1952 marque la fin du pacte du protectorat. 5 actes de la base au sommet en répondent. D'abord, la plainte même contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui met en cause unilatéralement le traité du Bardo. La lettre écrite en lettres de sang, que beaucoup de Tunisiens ne connaissent pas, adressée le 28 janvier 1952 au président de l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris, à l'appui de la requête tunisienne par un groupe d'étudiants tunisiens en France. Ils ont écrit une lettre au président de l'Assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris en décembre 1952 avec leur sang. Il s'agit de Slayem Ammar, Heshmi Ayari, Mansour Mahalla, Chedli Zalila et Hamid Zghal. Vous le trouverez dans le livre de Hamid Zghal, n'est-ce pas? 3. Dans sa lettre du 9 septembre 1952 au président de la République française, Lamine Bey transmet le rapport de la commission des 40 qui concluait au rejet pur et simple du plan de réforme de juillet 1952 et qui réitère sa confiance dans le gouvernement Chnir qui venait d'être destitué d'autorité par le résident général. Donc, le B endosse pleinement le recours aux Nations Unies. Quatrièmement, l'inscription de la question tunisienne le 30 juillet 1952 à l'ordre du jour de la 7e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le vote favorable des États-Unis, valide la compétence des Nations Unies dans la question tunisienne. Il n'y a plus de tête-à-tête. Il y a déjà une triangulation admise dans l'ordre international et souscrite par les États-Unis d'Amérique. Enfin,
le 3 décembre 1952, la Tunisie observe une grève générale à l'appui du débat fixé pour le lendemain à l'ONU. Et enfin, le 5 décembre, l'assassinat de Farhat Hached par la main rouge. La Tunisie franchit une étape historique. Pour la Tunisie, le régime du protectorat n'est plus admis par l'État historique tunisien. À la différence de la question marocaine, la plainte contre la France est formulée et déposée directement par le gouvernement tunisien et non pas par 6 pays arabes du Moyen-Orient. Elle s'adresse non pas à l'Assemblée générale, mais au Conseil de sécurité. L'acte ne manque pas de hardiesse, car la France, en janvier 1952 justement, préside le Conseil de sécurité. Le soir même du dépôt de la plainte, peu après minuit, René Pleven, le président du Conseil français, appelle Vincent Auriol à Paris, parce que le Conseil se réunissait à Paris, et lui apprend que la Tunisie a déposé au Conseil de sécurité des Nations unies à Paris une plainte contre la France. La démarche est conclue au cours d'une réunion secrète au domicile du Premier ministre Mohamed Chniq et souscrite par les 4 ministres tunisiens, membres du gouvernement Chniq à l'époque. Nous en avons un récit détaillé dans les mémoires des uns et des autres. Je pense que je peux m'arrêter ici et nous pouvons ouvrir le débat. Bien entendu, nous publierons le texte complet de mon intervention. Merci, Sid Ahmed, pour cette belle conférence. Je suis sincèrement impressionné à cette lecture nuancée et précise d'un travail de construction, un travail de construction progressive et bien réfléchi de la politique étrangère de la Tunisie. Non centrée d'ailleurs sur la Tunisie, mais on parle de la Tunisie et du reste du monde. C'est extraordinaire. Et ce qui fait que, à mon avis, il y a des facteurs. Vous avez évoqué des facteurs qui étaient à l'origine de cette construction. Il y a des facteurs, un facteur international, les forces internationales de l'époque, ça ne sert à rien, je ne veux pas les détails, mais il y a surtout, et ça ce qui est impressionnant à mon avis, et qui apparaît clairement dans votre conférence, un dynamisme de l'élite tunisienne à l'époque. Bien sûr, une élite qui n'est pas encore fissurée, bien avant la fissure. Elle va arriver après la fissure, mais à une époque où toute l'élite est ensemble, chacun dans son terrain, chacun dans sa vision des choses, et c'est une élite clairvoyante. Il y a de la clairvoyance, bien sûr, de cette classe ou de cette élite politique, et à mon avis, elle symbolise un génie tunisien à cette époque-là. Et donc l'originalité de la politique étrangère de la Tunisie. Et un tel génie s'est manifesté dans certaines choses, dans au moins 2 points. Je ne veux pas... Mais ce qui m'a semblé dégager de ce que vous avez dit. D'abord, il y a un réseau diplomatique tunisien mis en place progressivement dans le monde arabe et asiatique. Oui. Un grand réseau mis en place coup par coup et bien réfléchi. Ce n'est pas
par hasard. Ceci avait jeté les bases de l'internationalisation de la question tunisienne. C'est l'afro-asiatisme, justement. Absolument. Il y a un travail de construction, je parle, un travail de construction bien réfléchi. Et autre chose, ces élites politiques jouaient sur un point extraordinaire, le rapport de force. Rapport de force internationale, l'inscription de la question tunisienne aux Nations Unies, réalisée progressivement, bien sûr, en jouant sur ce rapport de force, c'est-à-dire les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, et ils ont choisi les États-Unis et donc refusé le communisme. Oui. Et c'était un choix, Oui. justement, pour pouvoir faire passer la question tunisienne aux Nations Unies et que les États-Unis, sont les États-Unis qui ont permis tout cela. À mon avis, il y a un génie de cette élite tunisienne qui a pu faire passer la question tunisienne et c'est ce qui a donné, bien sûr, les caractéristiques de cette politique étrangère de la Tunisie. Et je vous remercie pour tout ce plaisir en vous écoutant. Excusez-moi, si j'étais un peu lent, je donne la parole à la salle. Allez. D'opter pour les États-Unis et non pour l'autre puissance, je crois, ce n'était pas seulement pour l'indépendance, mais je pense que ça découle d'une vision future, parce que Bourguiba, il avait la vision d'une Tunisie indépendante, mais qui sortira du sous-développement. Et pour ça, il faut de l'aide, une aide que l'Occident, c'est l'Occident seulement qui pouvait la fournir pour permettre à la Tunisie de décoller, en plus des considérations diplomatiques, idéologiques, etc. Ça d'une part. Le réseau que tu as évoqué également avec Ahmed, ça m'intéresse en fait de savoir s'il y a eu une sorte de bilan pour voir s'il a été efficace, s'il a servi à quelque chose, s'il y a eu un apport positif en termes de pression sur la France pour précipiter l'indépendance. D'une part. D'autre part, je voudrais bien savoir comment il a été financé. C'était un réseau assez large, assez ample, en Occident, en Orient. Il coûtait sûrement et nécessitait des dépenses, des frais. Comment ces bureaux étaient financés? Merci. On prend quelques... Vous voulez répondre tout de suite ou bien vous voulez... C'est là. Vous voulez. Bon, une autre. Allez-y, oui. Bonjour, Rivat Lili. C'est toujours instructif d'écouter le professeur Ounaïs. Toujours. Hein. Il a un don de faire parler les archives et un don de construire un récit à partir de documents qu'on aurait imaginé qu'ils n'existaient pas. Ceci étant dit, je vais poser une question. Dans les prémices de la construction. Hey. Allez. Dans la question est dans la construction de cette prémisse de la politique étrangère en Tunisie. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu même une tentative de se pencher vers le communisme et vers l'Union soviétique? Qu'est-ce qui explique cette adhésion totale à l'Occident? Est-ce que c'est dans le cadre d'une alliance avec la CISL, ou c'est bien avant, c'est-à-dire juste après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a eu ce choix? Merci. Merci à vous, monsieur. D'accord. لا هون يا استاذ هذا سلاح.
C'est cela. Je vous félicite, Sir Ahmed, pour cet exposé et la recherche que vous avez faite pour notre histoire, pour nos jeunes, pour nous-mêmes. J'ai vécu une partie des événements que vous avez soulevés, tout à fait à la fin, et je pense que je vous demande, si vous pouvez, est-ce qu'on peut faire un livre de tout ce que vous avez fait? Parce que ces documents, ces événements que vous avez cherchés et cités avec précision n'existent pas, à mon avis, dans un bouquin ou dans une édition. Et je propose personnellement qu'on puisse contribuer à faire un livre comme ça, parce que notre jeunesse a besoin de savoir comment s'est constitué leur pays, leur génération, les générations avant. Moi, personnellement, j'ai été personnellement très attiré et attentionné par ce que vous avez fait comme recherche. Je voudrais simplement ajouter une chose. Pendant toute cette période, vous n'avez pas cité quelle était la position du roi de Tunisie pendant toute cette période. Je pense que le seul pays qui a intervenu et qui a pris sa place, même sur le plan international, c'est Feu Mansour Bey. Je crois qu'il faut, dans une affaire comme ça, le citer, d'abord pour lui rendre ce qu'on lui doit, parce qu'il a soutenu la cause nationale et qu'il a même été emprisonné pour ça, et puis pour que nos enfants puissent, et nos nouvelles générations, puissent connaître un peu tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je vous remercie maintenant pour tout ce que vous avez dit sur les interventions de Habib Bourguiba en tant que militant pour arriver à convaincre. Il a fait un choix. En fait, moi, plus je vous entends et plus je me dis, en fait, le différent entre Bourguiba et Ben Youssef, il y a le problème de la personne, ça c'est vrai. Mais je crois que c'est une option. Bourguiba a opté pour, comme vous avez dit, l'avenir, c'est-à-dire la partie Europe, États-Unis et le monde moderne. Ben Youssef était surtout sous l'influence d'Abdel Nasser et du monde arabe, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Chaouch. Merci. J'ai retenu un exemple que vous avez cité à propos de la décolonisation de la Syrie et du Liban. Les Français et les Anglais sont partis suite à une décision de l'ONU, tout simplement. Et je fais cette comparaison. Je ne suis pas dans l'objet d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce qu'une décision de l'ONU a la même valeur que dans ce temps? Est-ce qu'il y avait à ce moment-là le veto ou non pour que ces pays exécutent une décision, alors qu'aujourd'hui, c'est la jungle? Je voudrais juste comprendre cette différence qui est aussi conçue par ces mêmes pays colonisateurs dans le temps et qui n'encouragent pas les pays colonisateurs à dégager, suite à une décision de la France, l'Angleterre, ne réagissent pas aujourd'hui comme ils l'ont fait dans le temps pour la Syrie et le Liban. Comment vous expliquez ce changement qui était peut-être une question de morale et qui est aujourd'hui une question d'immorale ou d'immoralité? Merci. Madame. Oui, merci, Sir Ahmed, pour votre exposé qui est magistral, comme d'habitude. Vous avez dressé un tableau, une fresque historique internationale comme elle a été, comme si on y était.
les anachronismes d'alors, tous les événements qui ont donné naissance au mouvement de décolonisation de l'empire colonial français, du moins. Et bien entendu, vous avez relevé les prémices de cette politique étrangère tunisienne qui s'est développée par la suite après l'octroi de pas l'octroi, après l'indépendance de la Tunisie. Cependant, vous aviez annoncé au départ dans votre plan chronologique et méthodologique et en fait historique, le bureau de New York, les activités du bureau de New York. Et vous avez relevé l'importance de l'inscription de la question tunisienne devant les Nations Unies de 52 à 55. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Non pas pour des raisons personnelles, puisque Behila Dram est mon père, Allah yarhamou, mais pour des raisons d'ordre historique. Et sachant très bien que vous connaissez très bien ce dossier et cette fameuse question, telle qu'elle a été déployée, telle qu'elle a été inscrite, et tout le travail en amont et en aval titanesque du militant et leader tunisien Behila Dram. En plus de ça, qui est donc arrivé avec des collègues à inscrire la question tunisienne dans 3 assemblées générales auprès des Nations Unies et 2 conseils de sécurité, et dont vous connaissez tous les tenants et aboutissants, avec des mémorandums qui ont été d'ailleurs très largement décrits et même publiés dans ces mémoires qui ont été, que la famille a publié 20 ans après son décès, selon sa volonté avant. Avec tout avait été bien inscrit et fait comme il faut. Et puis, il y a aussi la publication des lettres, de la correspondance des années décisives, dans les années 90, de son vivant, qu'il a publié. Et dans ces lettres, vous le savez très bien, Ahmed, dans ces lettres donc qu'il a émises, qui étaient entre des correspondances entre lui et Habib Bourguiba, entre lui et Ben Youssef, entre lui et Farhat Hached, on voit très bien justement les prémices, hein, non seulement la stratégie militante du bureau du Néo-Destour auprès des Nations Unies à New York, qui a été couvert par Behila Dram pendant 3 années, mais également on voit aussi, comme vous dites si bien, se dessiner ces fameuses prémices. Voilà, j'étais juste un petit peu sur ma faim, non pas pour des raisons personnelles, vous le savez très bien, parce que je suis férue d'histoire et d'histoire nationale, et que l'assistance est d'une grande qualité et d'une haute qualité, et on ne peut, pour des raisons de temps, je sais bien, de temps, passer comme ça sur cette activité extrêmement importante et fondamentale et décisive par rapport à la question de la Tunisie et l'indépendance, qui était un maillon très important, multilatéral, comme vous le dites si bien. À côté de ça, il y a eu aussi un travail très intéressant auprès de l'opinion américaine qui a été fait par ce bureau, dont le représentant et unique, d'ailleurs, acteur était Behila Dram, et qui est dans ses mémoires, et que peut-être les générations tunisiennes sauront, les jeunes. Ce qui est important, c'est surtout les jeunes. Nous le savons, plus ou moins dans certains détails, c'est que les jeunes sachent ce qui s'est passé, et cette volonté extraordinaire de cette élite tunisienne patriotique qui a fait que l'État moderne a été créé. Voilà. Merci, Yaïch Ahmed. Merci. C'est un plaisir énorme de vous écouter. Merci. S'il n'y a pas une autre question, on peut donner la parole à Sid Ahmed pour qu'il réagisse à toutes ces remarques. Bien. Je vous remercie pour vos réactions. Bien entendu, je m'exprime devant un auditoire averti et conscient de cet épisode de l'histoire de la Tunisie. Nous ne sommes pas dans les notions élémentaires. Mounir Fandri a parlé de
choix de l'Occident et d'un courage idéologique, n'est-ce pas? Je présente votre question en la théorisant. Eh bien, ce choix fait par la Tunisie en faveur de l'Occident à l'époque était un choix polémique et il n'était pas partagé par le Moyen-Orient arabe, ni l'Égypte, ni la Syrie, ni l'Irak en particulier, encore moins par les pays du Golfe, qui n'étaient pas tout à fait indépendants. L'Arabie saoudite avait un rôle important, mais le roi Saoud était d'une lucidité exceptionnelle. Le livre de Mohamed Masmoudi, Les Arabes dans la tempête, nous livre quelques petits portraits, quelques brefs portraits du roi Abdelaziz ibn Saoud qui montrent à quel point cet homme était un fondateur, lucide, parfaitement conscient de la faiblesse de l'ensemble de la communauté arabe et des choix pertinents à faire, des choix tactiques. Il a conseillé Habib Bourguiba dans le même sens d'ailleurs. Eh bien, le choix de l'Occident fait par l'équipe tunisienne d'avant-garde de l'époque et le réseau diplomatique, n'est-ce pas, qu'elle commandait, était polémique. C'est-à-dire qu'il distinguait déjà l'identité tunisienne. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il met en contradiction la métropole européenne coloniale, qui est la France, de même que les autres métropoles coloniales, toutes européennes, n'est-ce pas, la Belgique, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il les met en contradiction avec eux-mêmes, avec leurs principes, et il les met en contradiction avec les deux superpuissances de l'époque qui étaient, qui allaient le devenir, les États-Unis d'abord, ensuite les États-Unis et la Russie d'autre part. Donc le choix déclaré de l'Occident n'était pas endossé dans le monde arabe, mais il s'est avéré efficace, n'est-ce pas? Voilà ce que je peux vous dire. C'est une stratégie propre à la Tunisie qui a fini par identifier la Tunisie et par lui donner raison dans le temps, mais pas sur le champ. Au contraire, qui a exposé les militants tunisiens à des tas d'ennuis, n'est-ce pas, politiques et même sécuritaires. Pourquoi le non-communisme du côté tunisien, affirmé par Habib Bourguiba? C'est la question de Reda Tlili. À mon avis, le non-communisme, le rejet du communisme, pour Habib Bourguiba, correspond d'abord à une conviction personnelle, dont il a parlé dans certains de ses discours, mais dont il n'était pas spécialement sanctionné par l'Union soviétique. J'étais en poste à Moscou, n'est-ce pas, et j'ai eu la réaction des diplomates soviétiques sur les choix de Habib Bourguiba dans la politique internationale. Néanmoins, j'enchaîne sur ce que disait Mounir Fendri. Ce choix mettait en difficulté la France face à ses alliés et face à ses propres choix. N'est-ce pas? Le fait de dire « moi, je défends le monde libre », eh bien, ses alliés principaux lui répliquent « on ne défend pas le monde libre avec de telles méthodes parce qu'elles sont suicidaires. Vous finissez par nous enfoncer alors que c'est le camp communiste qui en tire le meilleur avantage. » Voilà le choix. Il est tactique et il est intelligent, enfin, il y a une clairvoyance, mais par ailleurs, il n'est pas seulement tactique. Habib Bourguiba est personnellement convaincu de l'échec du communisme comme philosophie et comme philosophie politique. Enfin, l'histoire lui a rendu raison. Pour Salahdine Firchiou, il faut écrire ce témoignage. Oui,
il y a un livre déjà qui existe, n'est-ce pas, qui rend compte de cet épisode, c'est-à-dire le procès-verbal des 3 séances tenues au Conseil de sécurité entre le 4 avril, le 10 avril et le 14 avril, avec le vote final. Je n'ai pas pu détailler cet aspect dans ma conférence parce que je serais allé à la page 20, mais cet ouvrage existe et j'espère qu'il sera publié. Ceci fait partie de l'introduction de cet ouvrage que vous souhaitez. Le rôle de Habib Bourguiba était réellement un rôle d'avant-garde et penser la politique extérieure, penser une politique étrangère, c'est penser le monde. Et l'avance dans la réflexion de Habib Bourguiba et dans la stratégie appliquée dans la décolonisation de la Tunisie et du reste du monde, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique, ont donné raison à Habib Bourguiba. La libération du Moyen-Orient également a donné raison à la doctrine, n'est-ce pas, de Habib Bourguiba. Et je pense que sur ce point, la génération suivante, nous, Tunisiens, nous n'avons pas assez analysé ce contraste, n'est-ce pas? Je crois qu'il nous incombe d'approfondir cet aspect. Bien, je crois que l'orateur suivant a fait un commentaire d'enrichissement, n'est-ce pas, plus qu'une question posée. L'institution Nations Unies a permis de trianguler le problème tunisien, de le sortir du bilatéralisme. Le vieux Destour est resté dans un tête-à-tête avec la France. Le néo-Destour a triangulé de 2 manières. À la base, en prenant contact avec le peuple, qui est une notion nouvelle, apparue dans les années 20, n'est-ce pas, avec l'apparition du communisme comme parti communiste dans l'Europe occidentale, la notion de peuple a pris une autre signification, et donc le parti né en 1920, qui est le vieux Destour, n'était pas encore sensible à ça. Habib Bourguiba a donné cette dimension à la stratégie de libération tunisienne. Et deuxièmement, une dimension à l'égard du monde. La triangulation a inclus apparemment les États-Unis, apparemment les Nations Unies, en réalité une certaine projection du monde moderne qui est une seule et même famille et qui ne doit pas obéir à une hiérarchie des valeurs. En quoi Habib Bourguiba, en faisant le choix de l'Occident par rapport aux pays communistes ou par rapport aux communistes, en réalité met l'Occident en contradiction avec lui-même. Et les véritables porteurs des principes universels, c'est des pays comme la Tunisie, ce n'est pas un pays comme la France ou les États-Unis. Et cette contradiction a fait qu'il y a eu un ressort diplomatique très puissant qui a joué grâce au multilatéralisme, c'est-à-dire le rappel par les pays d'Amérique latine qui ont joué un rôle extraordinaire dans la décolonisation au sein des Nations Unies, mais pas sur le terrain, mais au sein des Nations Unies, ils ont joué un rôle formidable face au nord du continent américain qui était les États-Unis. Pour eux, l'hégémonie était nord-américaine. Pour nous, elle est occidentale. Et ceux qui ont répercuté le mieux cette doctrine, ce sont les latino-américains, avant les asiatiques, qui étaient déchirés entre le communisme et le monde occidental. Donc j'élabore sur votre propre questionnement. Je remercie Zohra Ladram, qui n'est pas un auditeur banal, parce qu'elle a accompagné son père, et d'ailleurs votre diplôme présenté au ministère des Affaires étrangères,
Zora était une collègue, une diplomate au ministère des Affaires étrangères. Votre diplôme porte sur une question que je traite, qui est la Tunisie aux Nations Unies. Et j'avoue que les témoignages donnés par Behi Ladram à sa fille ont été fondamentaux pour percevoir un rôle extraordinaire de la Tunisie dans le tiers-monde, c'est-à-dire qui a fait féconder le dynamisme anticolonial des Sud-Américains et en a fait arme mondiale dans la lutte contre le colonialisme. Les Tunisiens ont joué un rôle. Le premier qui a donné une identité à la Tunisie aux Nations Unies était Behi Ladram. Après Behi Ladram, c'était Mongislim. Et les deux étaient porteurs d'une même vision que sous Bourguiba, nous appelons bourguibienne. Elle est profondément tunisienne. Et ceux qui l'ont élaborée sur le plan des Nations Unies, les premiers, et qui leur ont donné le caractère d'une doctrine de décolonisation, c'est Behi Ladram. Et après lui, Mongislim auprès du département d'État, plus que Habib Bourguiba, qui lui, n'est-ce pas, a eu des polémiques un peu paralysantes avec le Moyen-Orient arabe, dans lequel le Moyen-Orient arabe a fini par échouer. Mais cette élite tunisienne d'avant-garde dans la politique extérieure avait le visage de Behi Ladram et de Mongislim aux États-Unis et aux Nations Unies, et c'est celle-là qui a été notre ancrage pour persuader le monde occidental et le tiers-monde que notre choix était le plus juste et que ce n'est pas le choix du progressisme supporté par le camp communiste qui était juste. Mais nous avons dû lutter. Mais le premier d'avant-garde là-dedans, confronté à une institution, le premier était Behi Ladram, le second était Mongislim. Le rapport de Farhat Hached auquel vous faites allusion, n'est-ce pas, qu'il a écrit en avril, fin avril 1952, daté de Bruxelles. D'ailleurs, j'y fais allusion dans ma conférence, mais je n'ai pas pu aller jusque-là, n'est-ce pas, dans mon analyse. Si ce travail est publié, le rapport de Farhat Hached, donc d'avril 1952, paraîtra là-dedans. Farhat Hached, pendant que la question tunisienne était en débat au Conseil de sécurité entre le 4 et le 14 avril 1952, pendant que la plainte tunisienne circulait aux Nations Unies comme document des Nations Unies, grâce au Pakistan, n'est-ce pas, ne l'oublions pas. Eh bien, Behi Ladram, lui, animait une diplomatie tunisienne d'avant-garde. Le Caire a illustré une certaine voie diplomatique tunisienne. New York, Behi Ladram était seul à le faire. Il n'avait pas le reste du réseau qui répercutait, n'est-ce pas, la diplomatie diffusée au Caire par la Tunisie et à laquelle s'opposait Ali El-Fessi et le représentant du FLN, qui estimaient que la Tunisie se gourait totalement dans ses choix diplomatiques. Dans le temps, ils ont appris que c'était le choix juste, mais ce choix juste était exprimé et reçu d'abord à New York grâce à Behi Ladram. Et je dois dire que le témoignage sur Zaham al-Hadi'a est un premier livre. Il faut qu'il soit suivi par d'autres parce qu'il y a là-dedans des messages d'écoles diplomatiques considérables qui ne sont pas suffisamment exploités. J'avais personnellement reçu Behi Ladram quand j'étais à Moscou en octobre 87. Nous étions à la veille du 7 novembre et nous ne le savions pas. Et Sylvain me racontait une partie de son aventure diplomatique à New York parce qu'il venait comme touriste, mais je l'avais reçu à l'ambassade à Moscou et je l'avais honoré comme un doyen, n'est-ce pas? Et il m'a raconté son aventure et j'avoue que j'étais heureux de retrouver son témoignage, enfin écrit par Abderrahman, et j'avoue que c'est une contribution dans l'histoire diplomatique tunisienne. Eh bien, Behi Ladram a dû développer
une doctrine de la décolonisation qui n'était pas banale aux Nations Unies, qui n'était pas portée par les Asiatiques ni par les premiers Nord-Africains, mais qui a été la mieux reçue par le monde occidental, n'est-ce pas? Et sur ce plan, il faut rendre hommage à nos aînés. Je crois, Monsieur le Président, que j'en ai fini. J'aimerais lire ma conclusion, n'est-ce pas, pour terminer. Je ne sais pas si elle est là. Parce que cette phase de la politique extérieure, la politique étrangère tunisienne d'avant l'indépendance, s'est terminée par un florilège en 1955. Écoutez ce qui s'est passé en 1955. Bourguiba a été reçu en avril à Paris par Edgar Faure, président du Conseil. En avril 1955. Et c'est après cet entretien qui a eu lieu à Matignon, au siège de la présidence du Conseil, n'est-ce pas, en France, pour la première fois, n'est-ce pas, parce qu'en dehors de ça, c'est les membres du gouvernement, Moujissim, etc., qui étaient. Mais un militant qui sortait d'exil et de prison comme Habib Bourguiba était invité par Edgar Faure en avril. Eh bien, après ça, l'année 55 a enregistré un retour triomphal à Tunis d'Habib Bourguiba, qui avait été fait prisonnier sans avoir jamais été jugé pour la troisième fois le 18 janvier 1952. Comment se fait-il qu'il soit sorti de prison, qu'il soit enfin libéré de son exil et qu'il rentre librement sans que la France ne sanctionne, n'est-ce pas, de tels actes avec un citoyen protégé français? Ça, c'est le génie tunisien. Il est rentré librement, sans entrave, et accueilli triomphalement à Tunis. 1er juin 1955. Le 5 septembre 1955, un émissaire du gouvernement français prend l'avion, va à Madagascar, négocie avec Mohamed V en exil à Madagascar, son retour et sa restauration. Donc, l'Afrique du Nord, ayant commencé la lutte sanglante en janvier 1952, au prix de laquelle il y a eu des milliers de morts et du sang, a continué avec la destitution de Mohamed V l'année suivante, du sultan l'année suivante, en août 1953. Elle consacre l'année 1955 le retour d'Habib Bourguiba, le retour triomphal du sultan en novembre 1955 au Maroc, les trois glorieuses. Le 30 septembre, l'Assemblée générale vote l'inscription de la question algérienne à son ordre du jour à 29 voix contre 28. D'où viennent les 29 voix? C'est le travail de Beila, qui est parti de 23 voix favorables à la Tunisie à partir de 1951 et qui est arrivé à 30 et 31 voix à partir de 1953. N'est-ce pas, en faveur? Cette base électorale qui est partie de 23 voix contre 29, n'est-ce pas, en octobre 1951, est arrivée à 30 et 31 voix. Et c'est comme ça que la question algérienne a été inscrite en dépit d'une recommandation négative du bureau de l'Assemblée, qui était contre l'inscription de la question française, à laquelle la délégation française s'opposait en disant « ça, l'Algérie, c'est la France ». Eh bien, la question algérienne était inscrite le 30 septembre par 29 voix contre 28 et la délégation française dirigée par Antoine Piniche, ministre des Affaires étrangères, se lève et quitte la salle de l'Assemblée générale. Le 16 novembre, le sultan triomphe, n'est-ce pas, dans les Trois Glorieuses. Le 5 décembre 1955, Hussein Eid Ahmed,
un des fondateurs du FLN, est reçu au département d'État à Washington. L'année 55 a représenté le couronnement d'une course d'affaires étrangères commencée à Tunis et qui s'achève en Afrique du Nord par une révolution générale de l'Afrique du Nord contre la France et les premières, n'est-ce pas, les premiers affranchissements des protectorats. Parce que le problème des colonies sera posé après le règlement de la question des protectorats. Mais qui a secoué, n'est-ce pas, l'olivier, c'était la politique étrangère tunisienne, commencée à partir de 1942. L'avant-garde tunisienne a déterminé un nouveau destin pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique. Merci, Monsieur le Président.